BPM Vernon 99.3. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM, c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine où nous sommes ravis de recevoir cette semaine l'association d'entraide aux migrants présentée par Denis Chotard et Elisabeth Riffaut. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Très bien, il fait un peu moins froid que les derniers jours, donc déjà ça repart un petit peu à la hausse au niveau de la température. On va commencer cette émission par tout d'abord une petite présentation de vous rapidement. Qui êtes-vous ? On commence par vous, Elisabeth. Elisabeth Riffaut, j'habite Vernon depuis plus de 30 ans et je suis donc mère de famille. De formation, je suis éducatrice spécialisée et depuis un peu plus une douzaine d'années, pendant une douzaine d'années, j'étais aumônier à l'AMUS à Évreux et maintenant j'ai été nommée aumônier à la clinique des Portes de l'Eure. D'accord. Et au sein de l'association, vous êtes également la présidente. Voilà, je suis présidente de l'association depuis à peu près 3 ans. Et vous, Denis Chotard ? Donc moi je suis prêtre au travail, en activité professionnelle, mais à la retraite professionnelle depuis 2014. C'est la date à laquelle j'ai rejoint l'ADEME, où nous organisons donc des permanences pour accueillir les personnes migrantes et les familles de migrants en difficulté pour leur titre de séjour, pour leur hébergement, pour leur insertion, pour les regroupements familiaux, pour leur naturalisation, enfin pour beaucoup de choses. Et donc, je passe beaucoup, je pourrais dire la plupart de mon temps au service de cette cause des migrants. Et vous êtes également secrétaire de l'association ? Je suis également secrétaire de l'association. Donc cette association, l'ADEME, l'association d'entraide aux migrants, vous le disiez, c'est vraiment un objectif d'aider beaucoup dans le côté administratif, c'est ça ? Alors c'est plus que le côté administratif, c'est-à-dire que au départ, quand elle a été créée par Philippe et Anne Mailleux, qui en étaient les premiers responsables en 2006, cette association, Philippe et Anne Mailleux, c'était des assistants sociaux du service social des migrants à Rouen. Ce service social des migrants a été supprimé, transformé par l'OFI. Et donc l'OFI qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc ils ont quitté le SSAE à ce moment-là et ils ont choisi de créer à Vernon un service social pour les migrants, l'ADEME, pour lequel ils espéraient un partenariat avec le service d'action sociale du département. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Ils espéraient pouvoir créer un poste d'assistante sociale pour les migrants à Vernon. Ça n'a pas été possible. Et du coup, cette association s'est orientée vers un bénévolat au service des migrants avec une double orientation, à la fois administrative et juridique, pour permettre à des migrants d'avoir des titres de séjour lorsqu'ils n'en ont pas, et pour un service social, c'est-à-dire leur faire connaître tous leurs droits au niveau social. Donc il y a un partenariat avec tous les services sociaux qui interviennent sur la ville et sur l'agglomération de Vernon. Et vous intervenez dès le début avec les migrants, avant qu'ils aient, par exemple les demandeurs d'asile, avant qu'ils aient pu faire leur demande, vous intervenez directement ou vous intervenez un petit peu plus tard ? Alors donc ce sont les migrants eux-mêmes qui nous sollicitent, ou leurs accompagnateurs sociaux, assistantes sociales ou accompagnateurs sociaux du foyer du CADA. Et donc on intervient en fonction de leurs demandes. Et lorsqu'ils sont au CADA, c'est à l'intervenant social de les accompagner dans leur dossier. Ce n'est que au moment où ils sont déboutés de leur demande d'asile, parce que quand ils sont au CADA, ils sont demandeurs d'asile. Lorsqu'ils sont déboutés de leur demande d'asile, que à ce moment-là, ils viennent nous trouver pour envisager avec eux quels sont les recours possibles, quels autres droits on peut faire valoir vis-à-vis de l'administration et quelles solutions, en particulier au niveau de l'hébergement, il est possible de trouver. Oui, parce qu'une fois que la demande d'asile a été refusée, c'est pas totalement fini pour les demandeurs d'asile. Ils peuvent avoir d'autres solutions, c'est ça on parlait ? D'une part, ils ont un recours qui est dans un temps assez restreint, mais ça c'est quelque chose qui a d'ailleurs évolué dans le temps. Mais ils ont aussi la possibilité de faire valoir d'autres droits que ceux qu'ils ont peut-être exposés au départ. C'est parfois un petit peu compliqué, mais on fait le point avec eux. Mais il y a aussi des personnes qui arrivent alors qu'elles n'ont jamais fait une demande et qu'elles sont en France depuis un moment, puis d'autres qui viennent d'arriver en France. On a tous les cas de figure en fait. D'accord, vous intervenez vraiment avec n'importe lequel. Par rapport à la demande d'asile, j'apporte une petite précision. Donc, la demande d'asile se passe en 2 temps. L'OFPRA,
hein. Donc ils font une demande auprès de l'OFPRA, l'Office Qu'est-ce que français de l'OFPRA protection des réfugiés et des apatrides, qui se trouve à Fontenay-sous-Bois. Ils sont convoqués par l'OFPRA et ensuite l'OFPRA prend une décision les concernant. Soit ils acceptent, à ce moment-là, ils ont le statut de réfugié, soit ils refusent. Et dans ce cas, ils ont la possibilité d'un recours auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui est en fait la dernière instance. Donc la Cour nationale du droit d'asile, comme son nom l'indique, c'est une cour de justice de la République, spécifique pour l'examen des droits pour les réfugiés, des droits des réfugiés. Et donc, une fois que la CNDA a pris sa décision, à ce moment-là, c'est définitif. Il y a pas de recours réel possible. Mais ce qui se passe lorsque la CNDA a donné sa décision définitive, eh bien, dans le mois qui vient, le préfet du département, qui est informé de la décision de la CNDA, examine éventuellement les autres droits, s'il en a connaissance, de ces personnes, par le fait qu'ils peuvent avoir un travail professionnel, donc à ce moment-là, ils peuvent être régularisés au titre du travail, ils peuvent avoir de la famille en France, auquel cas ils peuvent être régularisés au titre de leur vie privée familiale, et au point de vue de la santé également, selon les pathologies dont ils souffrent. Donc le préfet ayant examiné les différents droits possibles pour cette famille, peut prononcer ce qu'on appelle une OQTF, un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire, et c'est ce sur quoi Elisabeth vient de faire la remarque. Lorsqu'il y a un arrêté d'obligation de quitter le territoire, donc à ce moment-là, c'est une décision administrative, il y a un recours possible au tribunal administratif dans les 30 jours en général. D'accord, ok. Donc il y a un certain automatisme entre le fait qu'ils soient rejetés de leur demande d'asile par la CNDA et le fait que le préfet prononce à leur encontre un arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, au QTF. Et c'est à partir de là que la messe est dite au final, et du coup, vous n'intervenez plus auprès de ces gens-là. Au contraire, je dirais au contraire, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont déboutés de leur demande d'asile, à partir du moment où il y a une obligation de quitter le territoire, avant même l'obligation de quitter le territoire, ils viennent nous trouver pour voir comment on peut les accompagner dans cette situation de détresse extrême, puisque dans ces moments-là, ils perdent leur logement au CADA, ils n'ont plus de ressources, ils avaient une allocation de demandeurs d'asile qui est arrêtée, et ils n'ont plus de droit au séjour, à proprement parler, mais ils ont encore des droits. Oui. C'est là où on peut les aider dans l'examen de leurs droits. Et donc, du coup, vous intervenez auprès de beaucoup de personnes qui viennent demander votre aide. Vous avez une idée du nombre de personnes qui ont besoin de vous ? Alors, sur le rapport d'activité de 2018, on a eu 280 familles sur l'année. Et en 2019, 2020, on en a eu 240 et ça a baissé un petit peu à cause du Covid. Ouais, j'imagine que toute cette crise sanitaire vous a pas aidé dans... Ça n'a pas aidé du tout les migrants. C'est clair. Et lors du premier confinement, on ne pouvait recevoir personne. Là, c'était un peu dramatique. Tout était arrêté, même les services de la préfecture. Tandis que à partir du premier déconfinement et pendant le deuxième confinement, là, on pouvait porter secours aux personnes vulnérables, autant les associations qui distribuent de la nourriture que nous qui pouvons aider les personnes. Et on a, en s'organisant, bien sûr, on a pu continuer ou recommencer à recevoir des personnes qui étaient en difficulté. Comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser, du coup ? C'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas des locaux extraordinaires. Mais voilà, à partir de ce moment-là, on a donné des rendez-vous. Au départ, les gens venaient, comme ils savaient que c'était à partir de 9h30 le matin, donc ils venaient très très tôt d'ailleurs. Tandis que maintenant, c'est sur rendez-vous. Donc ça diminue le nombre de personnes qui est en attente. Et comme ça, les personnes ne sont pas regroupées toutes serrées dans un endroit. On peut respecter à la fois toutes les consignes, veiller à ce que les gens aient pris du gel, ils aient leur masque, qu'ils soient loin les uns des autres, et on les reçoit un peu plus au compte-gouttes, je dirais. On les reçoit individuellement. Et sur inscription, on les a toujours reçus individuellement. D'accord. Donc oui, quand vous recevez une famille, vous recevez qu'une seule personne de la famille, c'est ça ? Non, c'est souvent des couples, mais ou une femme avec un enfant. Là, on reçoit les deux à la fois, mais bon, on fait attention. Ils arrivent ensemble. D'ailleurs, en termes de... c'est quoi le plus récurrent ? Une famille monoparentale, des gens isolés qui viennent demander votre aide ? Il y a de tout. Ouais. Oui.
il y a autant de femmes seules que de femmes avec un enfant, que de couples, enfin, peut-être un peu moins de familles, mais... Ouais. Beaucoup de femmes migrantes pensent initialement, mais ensuite elles se détrompent vite de leur pensée initiale, que le fait d'avoir un enfant né en France les protège au niveau de leur droit au séjour. Or, ce n'est pas le cas. Ah ouais? On dit qu'en France, c'est le droit du sol, mais c'est pas totalement vrai dans le sens où le fait qu'un enfant soit né en France, il n'est pas français. Hein. Donc, à la différence d'autres pays comme le Brésil, par exemple, un enfant né au Brésil d'une femme africaine est brésilien. Un enfant né en France d'une femme congolaise, on en voit beaucoup, n'est pas français. Hein. Sauf si son père est français, et sauf si le père a un lien quotidien, si je puis dire, avec l'enfant, c'est-à-dire qu'il participe à son éducation, D'accord. qu'il participe à ses frais de nourriture et de vêture. Hein. Mais dans beaucoup de cas, ça n'est pas cela qui existe. Et du coup, même si une femme a enfanté un enfant avec un père français, eh bien, c'est pas pour autant qu'elle aura un titre de séjour. D'accord. Donc, c'est très compliqué cette question-là. Donc dans ce cas-là, à ce niveau-là, l'enfant n'a pas forcément de nationalité au final. Alors, l'enfant a la nationalité de sa mère. D'accord. C'est le droit international qui s'applique, et ça n'est qu'au bout d'un certain nombre d'années qu'éventuellement, sauf si son père le reconnaît et son père a un lien avec cet enfant, j'allais dire quotidiennement, là oui, là, on reconnaît que l'enfant est français. À ce moment-là, la mère a un droit au séjour comme parent d'enfant français. D'accord. Okay. Mais c'est très compliqué à faire reconnaître cette réalité de parent d'enfant français. Donc le droit du sol en France, c'est particulier. Ouais, c'est assez compliqué. Flou même un peu au final, parce c'est pas flou, mais c'est compliqué. Quand on connaît pas, enfin on se doute pas. Quand on connaît pas, c'est flou. On se doute pas de cette complexité. Voilà, ouais, c'est ça exactement. Ouais, ouais. Vous nous disiez tout à l'heure que vous travaillez beaucoup avec des associations, c'est ça? Les associations et aussi les travailleurs sociaux. Hein. Donc on est en réseau avec les associations caritatives, mais aussi par exemple le CDIFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille, qui est à Évreux, mais qui fait des permanences à la Maison de la Justice et du Droit à Vernon. On est en partenariat avec l'ensemble des travailleurs sociaux du secteur de Vernon, aussi bien les assistantes sociales de l'hôpital, de la PAS, les assistantes sociales du département, celles de la caisse d'allocation familiale, les travailleurs sociaux des foyers à Doma, accueil-service. Accueil-service, beaucoup oui. accueil-service, oui. Hein, donc, voilà, on est en réseau et puis avec des cabinets d'avocats aussi avec qui on est en contact. Et sans ce travail en réseau, on ne peut rien par nous-mêmes, quoi. Vraiment, le fait de travailler en réseau, c'est notre force. Parce que du coup, j'imagine que, notamment avec les associations, vous vous retrouvez à présenter certaines personnes aux associations pour... Oui, par exemple, pour ceux qui n'ont rien à manger, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. On peut leur faire des bons pour qu'ils aillent dans une distribution, soit Solidarité Partage, soit les Restos du Cœur. Voilà, on fait on ne fait pas comme si ça n'existait pas, on prend en compte la personne. Ouais. Et on essaye de faire, de diriger les gens comme on peut vers des solutions. Selon leurs besoins aussi. Selon leurs besoins. Le gros problème reste le logement. Ouais. Comment ça se passe au niveau du logement? Vous arrivez à aider, j'imagine peut-être plutôt dans le côté administratif que alors, vous faites du point de vue du logement, il y a déjà le partenaire privilégié qui est le 115, l'association ISOS, qui donc travaille sous la direction de la direction départementale de la cohésion sociale, hein, la préfecture. Et donc cette association ISOS, nous avons un numéro de téléphone partenaire qui nous permet de la contacter directement et de faire valoir des situations de précarité et de vulnérabilité particulières. Et donc on agit à ce titre comme un service social d'ailleurs, de même qu'on agit par rapport aux associations caritatives comme un service social, en faisant valoir les droits des gens à avoir une aide alimentaire, une aide vestimentaire. Mais là, vis-à-vis des services de l'État pour l'hébergement d'urgence, on a cette capacité à faire valoir des situations de vulnérabilité, de précarité. Et puis avec le plan Grand Froid jusqu'à présent, on a eu la possibilité d'héberger en particulier des femmes avec des enfants
à la mise à l'abri à Évreux, à la Mala à Évreux. Bon, les conditions sont pas au top, mais c'est mieux que d'être à la rue. Que d'être à la rue, bien sûr. Voilà, donc on intervient comme un service social vis-à-vis des autorités. Et alors ensuite, il y a un deuxième échelon, je dirais, pour lequel tous les travailleurs sociaux ne sont pas forcément informés. C'est la possibilité d'avoir de faire intervenir le SIAO. Donc c'est un service d'insertion par le logement qui existe au niveau de l'association ISOS, mais pas seulement de l'association ISOS, qui existe aussi pour l'UDAF et pour d'autres organisations, associations qui travaillent en partenariat avec l'État. Et là, ils ont un service d'insertion par le logement qui permet à des gens qui sont en cours de régularisation d'avoir l'accès au logement sans avoir les ressources. Et sans avoir immédiatement un emploi à faire valoir pour avoir un logement auprès d'un bailleur social. D'accord. Alors habitat ou autre. Donc là, il y a aussi, on joue avec les assistantes sociales un rôle d'intervenants sociaux pour aider les familles à avoir cette insertion par le logement. D'accord, ok. Et alors, du coup, au sein de l'association, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, vous êtes combien de bénévoles dans l'asso ? Alors, on est une dizaine de bénévoles, mais tous ne sont pas mobilisables à chaque permanence, quoi. Oui. En ce moment, on a une petite baisse d'effectifs à cause du Covid, parce que bon, on a des retraités dans notre groupe qui sont en fragilité de santé, donc et pour lesquels ils doivent se tenir à distance du fait de la pandémie. Oui, pour éviter un maximum les problèmes, on va dire. Alors du coup, vous nous parliez des permanences. Quand est-ce qu'elles ont lieu, ces permanences ? Alors les permanences, c'est le premier mardi et le troisième vendredi de chaque mois, la matinée. D'accord. Mais comme c'est sur rendez-vous, voilà, au fur et à mesure que les gens prennent contact, on leur donne un rendez-vous pour venir dans un créneau horaire donné. C'est vous qui donnez rendez-vous plutôt que... D'accord, ok. Alors, il y a éventuellement les assistantes sociales aussi qui nous contactent pour telle ou telle situation, pour lesquelles on donne rendez-vous pour la famille ou pour la personne auprès de l'assistante sociale, mais on demande confirmation toujours de la personne elle-même. D'accord. C'est encore une fois tout le travail en réseau que vous nous expliquiez tout à l'heure. C'est encore le même principe et le travail d'entraide même entre différentes associations, différents bailleurs sociaux, différentes assistantes sociales, etc. On a par exemple un partenariat spécifique avec les Restos du Cœur où il y a une personne dans l'équipe des Restos du Cœur, des bénévoles du Resto du Cœur, qui fait un accompagnement personnalisé et avec cette personne-là, on travaille vraiment la main dans la main, si je puis dire. Voilà. Et donc on approche de la fin de cette émission. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter, pour vous rejoindre, pour vous aider ? Alors il y a déjà, nous acceptons les dons, parce que en réalité la difficulté c'est pour permettre aux migrants, nous n'avons pas de trésorerie spécifique pour ça, mais occasionnellement, à titre exceptionnel, on aide les migrants pour les taxes qu'ils ont à payer. Le Secours catholique est notre partenaire privilégié pour ça, le Secours catholique de Vernon, mais ça suffit pas toujours. Donc, parce que les étrangers, quand ils doivent être régularisés, ils ont des taxes très lourdes à payer. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, pour les déplacements, par exemple, lorsqu'ils doivent aller à Rouen, à l'OFI, lorsqu'ils doivent aller dans différentes... À la CNDA. À la CNDA, mais là, normalement, ils sont pris en charge par la France Terre d'Asile. Ils ont un financement France Terre d'Asile pour les déplacements à l'OFPRA à la CNDA. D'accord. Mais là, pour l'OFI, il n'y a pas de financement. Voilà, donc on essaye de pourvoir avec le Secours catholique à leurs besoins. Et de fait, on peut nous aider par des dons, mais aussi par si les personnes se proposent comme bénévoles, on va petit à petit les former aux droits des étrangers, parce que c'est aussi costaud que le droit du travail. C'est ce que j'allais dire, ça doit être assez intense. Il y a plusieurs portes d'entrée, on n'est pas obligé d'être compétent immédiatement sur tous les sujets, donc Bien sûr. peut faire de l'accueil, de l'accompagnement, sans avoir la compétence juridique au top, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais ces personnes ont vraiment beaucoup besoin d'être écoutées. Donc l'accueil et l'écoute, ça, à partir du moment où on est un petit peu formé à l'écoute, on peut rendre service, même si après, il y a des conseils qui peuvent être donnés par les uns ou les autres d'entre nous. Bien sûr. On peut accueillir des gens qui veulent aider parce qu'ils vont nous aider justement à être présents auprès des gens. Avec une oreille attentive. Voilà. D'accord, ok. C'est vraiment, ramener toujours le côté humain
à des démarches qui ne sont pas toujours très évidentes, j'imagine, pour ces familles-là. Et comme on a beaucoup de demandes, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut vraiment prendre le temps avec chaque personne parce que chaque personne a vraiment besoin d'exprimer ses difficultés, son mal-être, sa souffrance. Bien sûr. Et souvent des parcours de migration qui sont terribles, quoi. Ouais. Et on n'en a absolument pas conscience parce que les gens ne livrent pas spontanément leur parcours de migration. C'est avec nous qu'ils peuvent le faire occasionnellement, mais pas forcément au premier jour, quoi. Donc, et ces parcours sont souvent des parcours de traumatisme qui provoquent des traumatismes terribles, quoi. On a par exemple des personnes qui ont traversé l'Afrique à pied, voilà, c'est ça. Et qui ont vu devant leurs yeux enterrer des femmes et des enfants vivants, quoi, des choses abominables. Et du coup, moi je rencontre des personnes qui la nuit ont des cauchemars d'avoir vécu ça et qui toutes les nuits entendent ces femmes et ces enfants crier dans leurs cauchemars, quoi. C'est plutôt une horreur. Donc il y a aussi comment accueillir, comment vivre cette compassion avec ces gens qui ont vécu des situations extrêmes, et en même temps comment pouvoir les aider en gardant la bonne distance, quoi. Oui, absolument. C'est pas facile. Absolument. J'imagine que c'est tout le côté très compliqué d'entendre de ce genre de récit poignant. Pour conclure cette émission, comment est-ce qu'on peut vous contacter du coup? Peut-être par une adresse mail? Alors il y a donc une adresse mail, effectivement, adem@orange.fr, et un numéro de téléphone, le 06 60 61 55 38. Eh bien, merci beaucoup à vous, Denis Chottard et Elisabeth Riffaut, d'être venus nous parler de l'ADEME. Merci à vous. Et on va vous souhaiter une excellente journée. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM. BPM Vernon 99.3.